Salut chers amis, et oui, les vacances de fin d'année sont arrivées, c'est le moment idéal pour faire quelques révisions personnelles et ça tombe bien, aujourd'hui on va parler kata, on va parler de leur identité et des messages qu'ils contiennent, c'est parti. Il est impossible de pratiquer une discipline martiale en ignorant la partie kata. On les retrouve un petit peu partout, que ce soit en karaté à travers les katas, que ce soit à travers les pumse, les lanka, les tao, quelle que soit la discipline, généralement on a un fondamental de gestuelle sous forme de chorégraphie. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était beaucoup plus simple d'apprendre à un groupe un ensemble de techniques par deux s'il est conçu et appris de manière individuelle dans une forme de gestuelle chorégraphique. Certains, ils voient même, les experts okinawanais, ils voient même une corrélation ancienne avec les traditionnelles danses des Ryukyu. Donc on a un côté chorégraphique, un côté mémorisation qui va aider, une fois qu'on a compris seul un mouvement, à quoi sert ce mouvement par deux et en éclater un petit peu toutes les possibilités. De nos jours, les katas, il y en a plein. Il y en a plein selon vos styles et vos disciplines. En karaté, on peut en avoir jusqu'à plus de 60 dans certains styles comme le shitoryu. En karaté, on en a un peu moins, mais si on va chercher les katas anciens, les katas traditionnels, les formes originelles ou les katas avec armes, on en a forcément énormément et c'est intéressant de s'y pencher. Donc les katas en karaté, personnellement, je le vois un petit peu comme un fichier compressé que l'on va ouvrir et qui va nous donner des ressources pour travailler sur l'équivalent d'une année. C'est pour ça que quand on est ceinture blanche, à la fin de l'année, on passe son grade pour avoir la ceinture jaune et ainsi de suite. Donc il faut prendre le temps d'explorer toutes les possibilités liées à chaque kata, en comprendre les principes, les déplacements. Par exemple, quand on est ceinture blanche, mes élèves, je leur demande simplement déjà, au-delà de la mémorisation et de la maîtrise technique du geste ou du déplacement, de comprendre la différence entre la circularité d'un blocage et la linéarité d'une attaque. Puis voilà, pour la ceinture jaune, on va apprendre la désynchronisation, on va apprendre que ce ne sera pas forcément le même bras, en tout cas le bras de la jambe avant qui va faire le mouvement. On va essayer d'avoir certains autres principes qu'on va lier et petit à petit, on va acquérir plus d'expérience, plus de connaissances et donc plus de principes. Quand on est ceinture noire, il va être très important d'étudier ces principes en profondeur. C'est aussi pour ça qu'il est obligatoire d'attendre plusieurs années lorsque l'on passe des grades. Entre le 3e et le 4e, la fédération impose 4 années de patience ou de travail, on va dire. Entre le 4e et le 5e, on a 5 années de travail. Globalement, c'est une année par kata, parce que c'est très important de ne pas passer à côté de tout ce que peut nous offrir le kata dans son identité. Un kata, au-delà de la gestuelle et de son apprentissage visuel, on va dire, ce que l'on va retrouver aujourd'hui de manière plus sportive, c'est-à-dire qu'on va apprendre un petit peu l'enveloppe sans forcément comprendre le fondamental qui compose le kata, et un kata, ça a été conçu, donc il y a des concepteurs, il y a eu des grands maîtres qui se sont penchés sur la question, et il ne faut surtout pas se couper de cette recherche, c'est-à-dire un kata est lié à la conception d'un grand maître, et ce grand maître, il y a une raison, le pourquoi du comment il aurait composé avec la volonté d'enseigner tel ou tel geste ou telle méthode, mais il y a aussi un contexte politique, un contexte géographique, un contexte historique, un contexte martial. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tel ou tel kata sont faits de telle ou telle façon ou sont enseignés de telle ou telle façon. Donc pour mieux les comprendre, il est important de remonter aux origines du kata. Alors aux origines gestuelles, il y a quand même certains ouvrages qui vous permettent de comprendre ces origines, mais aussi aux origines historiques et aux origines un petit peu martiales. Donc pour ça, certains ouvrages existent, vous pouvez vous procurer des livres de maîtres, de Liura, mais vous pouvez aussi, désormais sur Internet, avoir énormément d'informations et ça va être indispensable lorsque l'on est déjà gradé de comprendre le pourquoi du comment. Vous ne pouvez pas faire une gestuelle physique sans comprendre à quoi ça sert mécaniquement parlant contre un adversaire. Alors, prenons un exemple simple, le kata Chinte.
Chinte, littéralement, signifie la main inhabituelle ou la main rare, l'utilisation d'une main qui ne va pas se faire comme d'habitude dans les katas. Et c'est vrai que c'est le seul kata du Shotokan avec une utilisation aussi variée des segments du corps, en tout cas des segments supérieurs. Donc on va avoir des frappes avec les avant-bras, des frappes en tetsui, des frappes avec les doigts, des frappes avec des mains ouvertes. Et puis on a ces mouvements-là. Donc ce kata-là, il va totalement s'insérer dans la logique que décrit aussi très très bien Albert Boutboul dans un de ses DVD qu'on a fait ensemble. On en avait parlé à l'époque, des éléments liés au grade, tout simplement, au niveau des dan. Donc on en avait parlé, le 5e dan, c'est l'élément de l'eau. L'eau, c'est-à-dire le calme impérial de l'eau, c'est aussi l'eau qui va s'adapter à son terrain, donc c'est l'adaptabilité en permanence. Ça, ce sont les principes premiers et fondamentaux de Musashi à travers son école. Et puis on a aussi la puissance de l'eau et des océans à travers les tornades, à travers les tsunamis, à travers les vagues. Et ce kata représente bien on va dire, cette logique philosophique d'atteindre le calme de l'eau et en même temps la puissance. C'est aussi ce calme extérieur et cette puissance intérieure qui est révélée par le symbole pur du karaté, le triangle dans le cercle. Donc ça, tout prend son sens à partir du moment où on atteint un certain niveau. Et bien, Chinte, puisque déjà, rien que littéralement, on a la définition de la main rare et que le kata, lui aussi, propose des gestuels un petit peu plus variés et rares, il ne faut surtout pas s'en couper lorsque l'on va faire sa partie application, donc la partie bunkai. Donc très important d'utiliser toutes ces formes-là. Donc on ne peut pas déjà s'en couper, que ce soit à travers le visuel du kata ou à travers la dénomination. Mais pas que. C'est-à-dire que c'est un kata, de par sa gestuelle, qui va proposer des situations de combat rapprochés. Donc on va être dans la self-défense pure et dure. Certains mouvements sont très symboliques. Celui-ci, par exemple, dans sa symbolique, représente la puissance de l'eau, la puissance des vagues, qui est stoppée par le rivage, donc qui est atténuée et qui va venir s'impacter avant de retomber complètement à plat. Donc dans la forme de frappe, il est hors de question, si je vais faire une application, d'utiliser le snap. Je vais plutôt utiliser la frappe lourde, ce qui va correspondre à l'état d'esprit de la self-défense et principalement du combat rapproché. Donc une fois qu'on décrypte un petit peu l'identité et un petit peu le contexte du kata, on va commencer à comprendre comment on va pouvoir réaliser des techniques par deux. Certains katas vont proposer beaucoup de choses sur des saisies, d'autres contre armes. Des katas Heian, les katas d'étude, Heian signifiant paix. On comprend pourquoi on commence le kata par un mouvement de blocage, un mouvement de défense et non pas un mouvement d'attaque. Là où Chinte, justement, va déjà proposer des mouvements qui vont pouvoir s'avérer peut-être plus agressifs sur des saisies, par exemple. Donc l'identité du kata va vous donner des ressources de travail. Un kata comme Basaidai, on en avait discuté également dans une des vidéos il y a maintenant un petit moment. Des katas comme Basaidai, on les définit sur la traduction occidentale, pénétrer la forteresse, ou franchir entre guillemets le pont-levis. Une traduction qui est totalement erronée puisqu'elle a été faite à partir d'une traduction japonaise de kanji originaux qui sont chinois et qui doivent être traduits par le chinois et qui doivent être décortiqués. Et quand on se penche vraiment sur la question, on se rend compte que Basaidai signifie subir l'assaut. Donc en termes de bunkai, ça change tout. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit entre franchir la forteresse pour assaillir et venir faire des mouvements, on va dire, d'agression primaire, en tout cas d'attaque. Je vais être assailli, donc je vais être la victime et c'est moi qui vais devoir me défendre, donc mes mouvements ne sont pas du tout les mêmes et on y retrouve la logique de tous ces changements de direction très rapides liés à différents adversaires qui sont autour de vous et qui viennent vous attaquer. Donc on a des notions différentes et en plus historiques avec l'idée du château de Choli et des Ryukyu. Donc on a une logique martiale, on a une logique historique, il ne faut surtout pas s'en couper, il faut remettre les choses dans le contexte lorsque l'on pratique ces katas. Tous les katas ont
une dénomination ayant une logique. On a des katas un peu modernes en Shotokan que l'on va appeler NP, dans d'autres disciplines en Wado on va les appeler différemment, à travers le nom originel du kata, Wonshu. La définition originelle était le dragon bondissant. On sait que, voilà, avec un japonais un peu conservateur et qui a tendance à vouloir japoniser la discipline, le dragon avait un rapport peut-être trop chinois, donc on a transformé ça en vol de l'hirondelle pour le degré des hauteurs. Eh bien, le dragon bondissant, on retrouve les mêmes principes de toute façon, de chercher la terre et le ciel. Donc, dans la gestuelle du kata, il va falloir travailler très bas et très haut, mais aussi à travers les applications. C'est quelque chose qui va être primordial de comprendre la gestuelle du kata en allant chercher très bas et en allant remonter très haut. Donc, à partir du moment où, en tant que jury de grade, on voit à travers la recherche du bunkai que le pratiquant a fait des recherches et a saisi le sens du kata, a saisi pourquoi est-ce qu'il irait faire des kansetsu waza, pourquoi est-ce qu'il irait faire du kyusho, pourquoi est-ce qu'il irait faire des projections, pourquoi est-ce qu'il irait travailler au sol, pourquoi est-ce qu'il fait contre-saisie, pourquoi est-ce qu'il va faire tel ou tel mouvement, qu'il va récupérer telle ou telle distance. Effectivement, un premier dan peut travailler dans une forme peut-être un petit peu plus académique. Un haut gradé ira travailler peut-être plus en Shizentai, qui est, selon les 20 préceptes de maître Funakoshi, quelque chose de tout à fait logique. Lorsque l'on est gradé, on prend la posture naturelle du corps, et lorsque l'on est débutant, on force un petit peu les postures académiques pour travailler en même temps la forme physique et le renforcement. Donc vous voyez, tout est lié. Donc on pourrait passer des heures à décortiquer chaque kata. L'idée est que, quelle que soit votre discipline, les katas ont des fondateurs, ont un contexte. Il va falloir creuser un petit peu et essayer de vous documenter et améliorer, on va dire, vos connaissances avant d'essayer d'améliorer vos compétences. Donc, c'était le thème du jour. Je vous invite à me laisser quelques commentaires. N'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de certains katas en particulier. Je sais que vous êtes friands de techniques de kata. En 2022, il y a des katas qui seront postés sur la chaîne. Donc s'il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir en tout cas de vous faire une petite vidéo ou un petit retour par message pour vous aider. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!